Donc, je pense que nous en venons donc maintenant à la session questions-réponses. Nous avons environ 1 heure durant laquelle nous allons pouvoir couvrir tout le projet Cobauge et nous allons pouvoir rassembler les différentes questions du chat de notre public. Donc, si on peut faire revenir notre panel, François, Strife de Normandie, Jim et Matt de Plymouth, Becky qui nous vient d'Écosse, Barry du Devon, Anthony du Norfolk, donc voilà, et Roland bien évidemment de Londres. Donc voilà, je pense que ça, ce sera tout notre panel. Je voulais voir si pour commencer, je pense pas que ce soit ressorti durant ces visites de site, mais l'une des aspirations initiales du projet Cobauge, c'était de réduire la quantité de déchets qui qui fait partie du projet et aussi de construction à cause des excavations par exemple. Donc je sais qu'à travers la recherche scientifique que nous avons effectuée, on s'est rendu compte que la qualité de l'argile qui était nécessaire pour la barbotine, pour la couche thermique et structurelle était différente. Mais je voulais savoir si sur les 3 sites que nous avons vus en construction, comment est-ce que vous vous êtes approvisionné en terre pour ces 2 mélanges? Anthony, je vous vois à l'écran, donc peut-être que je vais vous poser la question en premier, et ensuite on pourra aller à François et ensuite à Plymouth. Donc, nous avons vraiment eu une série d'argile très très importante dans le nord-est du Norfolk et qui va jusqu'au Devon. Et c'est une argile très riche qui est à 65%. Donc c'est l'argile qui est venue de King's Lynn et c'est 10 miles de Fakenham. Donc Fakenham c'est sur le nord-est, au nord de Norwich et au sud de Kingsley. Et donc on a cette argile qui nous vient de Kingsley qui est une très bonne argile à 65%. Et elle est parfaite pour l'utilisation que l'on en fait, donc il n'y a pas d'autre problème, il suffit juste d'ajouter la chaîne vote. Et au sud-ouest, nous avons près de Durham une autre source d'argile qui est parfaite pour la bauge. Et comme je l'ai montré sur la courbe granulométrique précédemment, elle est tout juste parfaite pour le mélange, donc il n'y a rien à faire à part ajouter quelques agrégats. En termes de déchets, il n'y aura aucun déchet, il n'y aura pas du tout de gâchis. Et durant notre journée porte ouverte, nous avons eu un représentant pour la fosse d'argile qui était ravi de nous voir utiliser cette argile parce que lui ne pouvait pas du tout s'en servir. C'est des déchets et eux, il faut qu'ils les enfouissent et qu'ils rajoutent de la terre par-dessus. Donc il était ravi de voir que nous en servions. Oui, c'est fantastique. Quelque chose que l'on essaie de faire, c'est de réduire la quantité d'utilisation de matières premières comme le gravier, les graviers, le sable, qui sont des ressources limitées. Donc François, comment est-ce que vous en êtes sorti en France en termes d'approvisionnement en terre? Pour ce qui concerne le prototype construit en Normandie, nous avons travaillé directement à partir des ressources disponibles en carrière, dans l'optique en fait d'avoir une ressource en matériaux suffisante pour répondre à différents projets. Donc on a fait nous un travail d'inventaire des carrières de sable qui souvent sont générateurs de terre au-dessus des gisements de sable qui ne sont pas valorisés ou d'argile qui sont issus des lavages du sable. Et donc, on s'est approvisionné, nous, principalement par ce biais-là. Donc, à la fois la terre utilisée pour la bauge et les terres très argileuses qu'on a utilisées pour la terre allégée sont issus directement de carrières. Mais ceci n'empêche pas, bien évidemment, d'utiliser, d'avoir recours à des terres locales,
nous avons la chance d'avoir des horizons géologiques, en tout cas en Normandie, mais je pense que c'est assez proche en Bretagne. J'ai eu quelques remarques dans les chats ce matin sur les terres très argileuses disponibles, notamment à l'ouest de la Bretagne. Donc on a des gisements de terre, en tout cas dans le nord-ouest, qui sont tout à fait convenables et qu'on peut obtenir très facilement pour à la fois construire en terre en bauge porteuse ou construire et isoler en terre allégée. Fantastique, oui. Je pense que le projet Interreg est basé entre le nord de la France et le sud du Royaume-Uni, et les sites sont tous liés à cette géographie, mais je pense que l'intention est d'avoir une technique qui est applicable à l'échelle mondiale. J'ai vu dans le chat qu'il y a des différentes conversations par rapport aux zones sismiques. Je sais que l'on a des collègues de Plymouth qui travaillent avec la Californie. Les gars de Plymouth, comment est-ce que cela fonctionnait pour vous, l'approvisionnement en terre pour les deux différents mélanges? Dans un monde idéal, on aurait utilisé les terres sur site, là où on construit le bâtiment, mais Plymouth étant scalé, il y a eu beaucoup de bombardements durant la Seconde Guerre mondiale et de nombreux des bâtiments autour de là où on se trouve ont été réduits en ruine. Donc on a fait des excavations, on a trouvé beaucoup de gravats et on a été obligé de trouver des terres ailleurs. Donc on a commencé à chercher des terres qui venaient de sites de déchets, de développeurs locaux. Donc généralement ces déchets, ils auraient dû payer pour les faire enlever du site. Donc ces matériaux déchets qui viennent d'un site ont une valeur pour les bâtiments Cobauge. Donc ça peut être une plus-value de notre projet. Finalement, nous avons utilisé des terres qui nous viennent de St. Mary et un site à Crediton. Je ne sais pas si Barry, vous avez quelque chose à ajouter sur ces terres d'un point de vue ingénieur en construction. Bien évidemment, si vous avez des bâtiments en bauge existants dans la zone, c'est un bon signe qu'il y a le bon type de terre pour la bauge. C'est pas toujours le cas, mais généralement, par exemple à Crediton, il y a une grande partie des bâtiments de la zone qui ont plus de 100 ans, qui ont été construites à partir de bauge. Donc c'était un pari assez gagnant. On s'est dit que la terre serait adaptée. Mais cela étant dit, la qualité de la terre peut changer d'un endroit à l'autre. Et la terre où je me trouve, à 5 miles de Crediton, est très différente. Cependant, elle reste tout à fait adaptée à la bauge également. Et il y avait beaucoup de questions précédemment durant la journée et on va essayer d'y répondre, de les poser à notre panel. Mais si des personnes du public ont des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat et on essaiera de les poser au panel. Je voulais savoir, Anthony, François, il y a une discussion précédemment sur la façon dont nous avons conçu tout ceci pour des performances thermiques. Et comment on pourrait améliorer cette performance thermique pour atteindre le label passif? Et il y a une question ici autour de la valeur U, je pense, et de l'étanchéité, la perméabilité à l'air. François, je sais que vous y avez répondu en français dans le chat, mais est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus pour le public? Oui, la question était posée par rapport aux normes et aux labels passifs. Actuellement, les valeurs de U que l'on obtient, comme je vous les ai indiquées ce matin, ces valeurs théoriques en tout cas, sont aux alentours de 0,26, là où les normes passives sont évidemment plus contraignantes et plus exigeantes de ce point de vue. Et il y a également la question de la perméabilité à l'air des bâtiments, qui est une donnée très importante, notamment sur le label passif. Donc j'évoquais effectivement sur quelques questions là les résultats que l'on a obtenus sur le bâtiment normand, donc avec une perméabilité à l'air finale de 0,46 mètres cubes par mètre carré et par heure, ce qui est là très loin encore des exigences du label passif, et il est fort probable qu'on n'arrive pas à obtenir cette exigence-là. Ce que l'on espère, c'est en fait
de se rapprocher des consommations éventuellement proches de celles du passif. C'est-à-dire que le label passif exige un certain nombre de performances des parois, à la fois en termes d'isolation, donc de U, et en termes de perméabilité à l'air, mais ce qui oblige notamment à avoir une ventilation mécanique double flux pour atteindre certains de ces objectifs. Or, nous, notre optique est plutôt d'essayer d'être sur une technologie low-tech où finalement on pourrait se passer ou en tout cas limiter fortement les besoins en ventilation, donc ce qui est une économie évidemment importante et d'avoir aussi une performance thermique accrue par les capacités de régulation de l'humidité que propose la terre et l'argile qui est présente en particulier, et donc qui nous permettent en fait d'avoir une qualité d'air intérieur et une qualité de confort par cette régulation de l'humidité qui nous permettent d'avoir besoin de moins chauffer pour bien se sentir et donc finalement d'avoir une consommation globale qui soit plus intéressante que le simple calcul théorique et réglementaire qui nous est demandé dans les réglementations et qui nous permettent du coup de nous approcher un peu des consommations du passif, à savoir, je crois de mémoire, aux alentours de 15 kWh par an et par mètre carré. On a une question de la part de Eric Arsenault qui demande si on peut aborder la question du prix. Peut-être que pour répondre à cette question, on pourrait donner pour chaque prototype ou chaque bâtiment une idée du prix au mètre carré ou une autre manière pour donner un ordre de grandeur. François, par exemple. Peut-être que l'on pourrait également parler de comment les coûts sont divisés entre les matériaux, le processus de mélange, les questions de coffrage et les échafaudages, et ce que l'on a découvert à travers la construction. Oui, je voulais juste répondre à la question précédente. Il y a un élément très important qu'il faut souligner. Il ne faut pas que on pense que l'on aspire à avoir ce label passif. Le but de ce bâtiment, c'est de fournir une alternative à cette question de label passif et des bâtiments high-tech largement mécanisés. Comme François l'a dit, il faut que l'on souligne que ces matériaux peuvent fournir un environnement intérieur meilleur que certains des bâtiments à une fraction du coût et de l'énergie intrinsèque. Donc c'est ça que l'on souligne. On ne cherche pas à avoir ce label passif. Nous sommes une approche différente. Oui, je voulais également ajouter, je pense que cette question de label passif n'a pas forcément besoin d'être high-tech. C'est juste un prérequis pour le chauffage, une norme de chauffage. Mais je pense qu'il y a différents facteurs de forme et le vitrage, donc c'est quelque chose d'assez difficile, de compliqué. Mais ce que l'on sait de manière anecdotique, c'est que les bâtiments en Bauge se comportent de manière beaucoup plus intéressante qu'ils n'y paraîtraient par leur valeur U. Donc il y a eu beaucoup de discussions hier durant notre journée porte ouverte sur la façon dont on pourrait améliorer la conductivité thermique du mur, par exemple en augmentant l'épaisseur de la terre allégée thermique et en réduisant l'épaisseur de la couche structurelle. Parce que bien évidemment, les réglementations britanniques pour les bâtiments sont de plus en plus strictes. C'est justifié, mais d'ici 2025, il faut qu'on soit en dessous de 0,15 en valeur U, et donc ça va être assez difficile pour de nombreuses personnes, mais je pense qu'il faut reconnaître, comme Jim l'a dit, tous les bénéfices de ce genre de bâtiment, la façon dont ça régule l'humidité, la façon dont cela gère les COV, le côté acoustique, etc. Donc il y a de nombreux bénéfices et de points forts, et il faut les souligner. Je pense, oui, que on montre un mur standard qui est conçu avec une couche structurelle et thermique égale, mais on pourrait varier et avoir un mur
un bâtiment plus haut avec une couche structurelle plus épaisse ou un bâtiment plus petit à plein pied avec une couche thermique plus épaisse. François, durant votre présentation, vous avez mentionné que l'une des choses que vous vouliez tester dans votre bâtiment, c'était la différence entre les performances théoriques, les performances de conception et les performances réelles du bâtiment lors de l'utilisation. Il peut y avoir des variations entre les valeurs U et le bâtiment dans la vie réelle. Je crois que quelqu'un parlait de cela également dans le chat. Est-ce que vous pouvez prédire la performance réelle de votre bâtiment à partir des données que vous avez à l'heure actuelle? Et ensuite, on pourra peut-être revenir à cette question des coûts. Ça va être un peu difficile à dire pour le moment. J'avoue ne pas avoir fait de calcul spécifique de consommation théorique sur ce bâtiment-là, qui est quand même d'un usage un peu particulier, puisque c'est un bâtiment qui est extrêmement petit, il fait que 13 mètres carrés habitables et qu'il ne sera pas utilisé régulièrement. Donc on l'a conçu aussi comme un objet d'expérimentation pour les universitaires, pour les scientifiques. Et donc, ce qui va nous permettre d'évaluer en fait cette différence entre le calcul théorique et le calcul, les consommations réelles, ça va être en fait la manière dont on va jouer avec ce bâtiment, donc qui est équipé d'un radiateur électrique avec des compteurs électriques pour pouvoir surveiller les consommations réelles de ce type d'équipement. Et donc ça va nous permettre en fait de pouvoir monter le bâtiment en température à certaines périodes. On va pouvoir jouer aussi sur les questions de quantité d'humidité qui vont être générées en intérieur pour pouvoir en fait mesurer un peu les impacts en termes de transmission de chaleur, etc., etc. Donc on pourra difficilement, à partir du prototype normand, vraiment se faire une idée de ces consommations. Donc c'est plutôt le croisement des données du bâtiment de Plymouth et du bâtiment de Faganham qui permettra d'avoir une vision plus réaliste de la consommation de ce type de bâtiment. Et ensuite, donc, si on revient à cette question de coût, je sais que Raphaël a fait un suivi assez détaillé du nombre d'heures et l'utilisation de certaines techniques et les coûts développés par rapport aux différents éléments et le processus de construction. Vous pouvez nous parler de cela? Donc là encore, je vais botter en touche. Dans la mesure où le bâtiment normand, en tout cas, est le premier qui a été construit avec cette technique-là. Donc, on a vraiment essuyé les plâtres, à défaut d'essuyer la terre, essuyer les plâtres sur le procédé de construction. Donc, on a vraiment tout mis au point réellement à échelle 1 sur la base de ce projet-là. Donc, on a essayé, on a testé différents dispositifs, différentes utilisations d'outillage avec les maçons qui nous ont aidés sur ce chantier-là. Donc, le coût ne me semble pas représentatif. En revanche, le travail qu'a fait Raphaël a permis de mesurer effectivement les différences de temps de mise en œuvre entre chacune des différentes levées. On s'est aperçu qu'entre la première levée où les entrepreneurs découvraient un petit peu la technique, le procédé, et la quatrième levée, donc qui correspondrait au dernier niveau d'un mur de rez-de-chaussée, on a divisé par 2 le temps de mise en œuvre, parce qu'on a simplement amélioré l'utilisation des outillages. Les entreprises avaient trouvé leur organisation, donc on est arrivé finalement d'un mètre carré de mur construit en 12 heures à le diviser par 2 et donc à construire ce mètre carré en 6 heures. Et puis on a également fait ce travail de suivi quand on a commencé à travailler en hauteur, donc à devoir manutentionner la terre un peu plus sur l'échafaudage pour monter plus haut. Et donc là, une part de ce travail s'est fait manuellement.
Et donc là, on est repassé à 8 heures par mètre carré de mur. Donc, ce qui nous donne déjà une base pour évaluer ensuite les coûts de construction. Là encore, le bâtiment normand n'est pas très représentatif puisque ce petit bâtiment de 13 mètres carrés sur lequel on a concentré beaucoup de petites difficultés techniques finalement ne nous permet pas d'avoir une vision réelle des temps de mise en œuvre sur un bâtiment d'échelle normale d'une habitation. Donc, il est fort probable que tout ce que l'on va apprendre du bâtiment réalisé actuellement par Anthony sur Fackenham nous sera beaucoup plus utile pour évaluer les coûts réels de construction sur ce type de technique. D'accord. Merci François. Roland? Précision tout de même, les données en temps que donne François sont des données c'est 6 heures par mètre carré homme. C'est-à-dire que si on a 2 artisans ou artisanes qui travaillent en même temps, on divise par 2. D'accord, oui. Oui, vous faites référence à ce que François disait et sa présentation. Merci Raphaël. Roland, je voulais savoir, l'un des buts du projet était de chercher à prendre cette tradition de bauge et d'ajouter les bénéfices des constructions bas carbone pour la construction de maisons en terre. Et on voulait simplifier le processus et les compétences et les connaissances et le contrôle de qualité nécessaires, par exemple les connaissances pour l'utilisation de coffrage. Nous avons fait différentes expériences de différentes façons sur différents des sites. 2 sites ont utilisé des entrepreneurs qui avaient de l'expérience en construction en terre et à Fakenham, les personnes ont été formées puisqu'ils n'avaient pas d'expérience en construction en terre. En tant que constructeur en terre et votre expérience d'utilisation de coffrage, est-ce que vous avez un point de vue par rapport à où se situent les coûts entre les matériaux, les processus et la mise à échelle de ce genre de projet? Oui, ce qui est clair, c'est que les matériaux sont le coût le plus faible. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui est dépensé et d'énergie dans ces matériaux. Et donc c'est quelque chose qui va rester assez stable au fil du temps. Donc ensuite, on a les coffrages. Il y a différentes façons d'assembler les coffrages. Donc c'est quelque chose qui peut-être au fil du temps pourra être louable. Par exemple, on pourrait louer des coffrages. On peut déjà louer des coffrages en béton, donc ou quelque chose que les entrepreneurs construiront eux-mêmes et ça leur permet de contrôler les coûts et ce qu'ils font. Nous avons vu hier dans le Norfolk que la taille des montants de bois des banches dans les coffrages vont être de plus en plus petits, de plus en plus légers, de moins en moins coûteux, je pense. Et au bout du compte, ce qui est important, c'est les personnes et les compétences dans la gestion d'échafaudage, d'accès, d'assemblage. Immédiatement, dans le Norfolk, on voit qu'il y a des changements qui ont lieu. Les travailleurs sur site nous disent ce qu'il nous faut, c'est d'avoir 2 équipes qui travaillent en même temps de chaque côté du bâtiment plutôt que d'avoir une équipe qui fait tout le tour du bâtiment. Et comme ça, on double la main-d'œuvre sur site, mais on divise le temps de présence par 2. Donc tout ce genre d'affinage est quelque chose dans lequel on devrait avoir plus d'expérience, mais on a été victime de Covid finalement, mais je pense que tout ceci va changer. Dans le Norfolk, nous avons vu que l'outil de placement a déjà été adapté, ils l'ont changé, il est similaire, mais finalement il est également différent de ce qui a été utilisé en France et à Plymouth. Donc tout change, tout évolue et différents utilisateurs vont trouver leur propre façon de faire les choses, mais en soi, les matériaux restent low cost. Donc, ici, il s'agit de voir comment les constructeurs, les concepteurs gèrent le reste du processus.
Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer sur la question? Oui, je peux ajouter des chiffres spécifiques du bâtiment de Plymouth. Je ne vais pas vous donner le coût exact, je ne sais pas si ce serait utile, mais ce que je peux vous dire, c'est que le coût de la main-d'œuvre était de 2 fois plus que le coût des matériaux. Ce n'est pas généralement le cas pour des constructions conventionnelles. Donc, quand Roland l'a dit, les matériaux sont peu coûteux, la main-d'œuvre est plus coûteuse. Les matériaux ne sont pas coûteux, la main-d'œuvre l'est plus. Ici, c'est un petit bâtiment, donc le prix par mètre carré va être assez élevé, mais le prix par mètre carré de mur ici, à Plymouth, était de 614 livres. Et ceci inclut la main-d'œuvre et les matériaux. Et donc, oui, c'est un coût assez élevé, mais par expérience, on sait que le coût, par exemple, des appareils d'éclairage sont assez élevés, donc tous les autres coûts rabaisse le coût relatif du mur, finalement. Il y a cette idée que c'est les murs qui sont coûteux, mais en fait, non, c'est pas les murs qui sont coûteux. Donc, je pense que 614, c'est assez élevé, et on va réussir à faire réduire ce chiffre. Si vous avez un entrepreneur qui n'a jamais travaillé avec la bauge, et un constructeur en bauge qui n'a jamais utilisé les coffrages, qui travaille avec nous pour atteindre un objectif, une fois qu'ils feront ceci une deuxième fois, ils seront mieux informés. Donc, il y a cet apprentissage qui est nécessaire. Et il y a une question de confiance. On l'a remarqué sur site, dans le Norfolk, à Feckenham. Et on a eu besoin d'avoir 2 sessions avec les travailleurs de Plymouth. Et ils sont revenus, ils nous ont un petit peu tenu la main. Ils ont tenu la main des travailleurs dans le Norfolk, vu que le Norfolk n'a pas du tout de tradition de bauge. Il y a une tradition de torchis, d'utilisation de l'argile, mais qui est très différente. Donc, c'est de voir cette augmentation de la confiance et vraiment l'amélioration du processus de construction. Pour commencer, cela a pris beaucoup de temps pour construire nos premières levées, bien plus longtemps que nous n'avions anticipé, mais déjà hier, nous avons commencé à avoir une vitesse accrue. Donc, Plymouth a été construit par une équipe de 2 ou 3 personnes. Nous avons vraiment besoin, et nous avons une réunion demain pour en parler, mais nous avons vraiment besoin de 8 personnes sur site pour faire les choses correctement. Et on pourra finir le bâtiment en 2 mois, très facilement, mais c'est de se rendre compte de la différence d'échelle entre Plymouth et Feckenham. Oui, et juste pour revenir à cette question des coûts que Jim a mentionné, c'est une moyenne sur le processus de construction. Mais au niveau du processus de construction pour la première levée, on a pris 2 fois plus longtemps que pour le processus de construction pour la dernière levée. Donc évidemment, les ouvriers sont devenus beaucoup plus confiants, comme Anthony l'a dit, et au niveau de cette question des coûts, un tiers des coûts de ces 614 livres par mètre carré est associé au coffrage. Donc si à l'avenir, on pouvait réutiliser des coffrages à perpétuité, eh bien, on pourrait réduire les coûts et on pourrait réduire le coût de la main-d'œuvre et des coffrages. Donc, je pense que 614 c'est assez élevé, mais les coûts vont réduire petit à petit. Et c'était un prototype, et c'était un petit bâtiment, et donc ça exacerbe les coûts. Et ça a été construit durant la Covid sur un site universitaire. Donc oui, je pense qu'il y a quelques éléments abnormaux de ce contexte. Jim, vous avez mentionné quelque chose, c'est pas de la science spécifique, mais ce que l'on essayait de mesurer, c'était le carbone incorporé. Quelles sont les variables qui affectent tout ceci dans ce processus? J'ai une expérience très intéressante en ce moment. Je suis responsable de cette partie du projet et je développe des chiffres pour cela. J'ai beaucoup de données qui me viennent de la construction du bâtiment et le problème principal, c'est que lorsque vous faites une évaluation du cycle de vie conventionnel, vous ne pouvez pas inclure la main-d'œuvre dans le processus. Donc l'énergie incorporée, les matériaux, est très positive. Lorsque l'on a produit notre déclaration environnementale,
donc le PD que nous devons faire d'ici la fin de l'année, il y aura un chiffre très faible, mais si on prend en compte l'énergie humaine qui est inclus dans le projet, ce sera un chiffre différent. Donc il faut vraiment considérer les différents aspects qui ne sont pas pris en compte dans le cycle de vie du bâtiment. Mais les chiffres et l'évaluation sont encore en cours de préparation. Becky, on comprend assez bien la terre, les fibres, et il y a un carbone intégré, intrinsèque très réduit. Mais on a parlé des différentes finitions que l'on peut utiliser pour les différents bâtiments. De votre point de vue, en tant que constructeur en Bauge expérimenté, quels sont les avantages et les désavantages des différentes options? Eh bien, il est évident qu'il faut se tourner vers la tradition, voir ce qui fonctionne. Donc, par exemple, le Arles à la chaux est une solution évidente. Le Arles à la chaux vive étant la meilleure solution, mais ces produits modernes sont assez positifs. Il faut faire attention à ce qu'il y a dedans, je pense. Donc, décortiquer un petit peu la liste des matériaux dans les produits modernes. Et bien évidemment, une autre idée, c'est d'utiliser des enduits de terre. C'est quelque chose qu'on utilise en Écosse. Mais avec les enduits de terre, il est clair qu'il y a besoin de plus d'entretien. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être un changement culturel. On peut entretenir un enduit de terre à petite dose et fréquemment. Vous pouvez le faire seul. Il n'y a pas forcément besoin d'un entrepreneur. Donc c'est juste une façon différente de vivre avec son bâtiment. Donc c'est quelque chose que l'on pourrait envisager pour le bon type de bâtiment. Je ne sais pas si j'ai le droit de répondre à une autre question. J'ai vu un commentaire intéressant sur les blocs de terre allégés préfabriqués par Andy Horn. Et je voulais mentionner le fait qu'on a abordé la question de blocs préfabriqués, mais on n'a pas eu le temps ni les ressources de se concentrer sur cela. Mais j'aimerais bien répondre à ce commentaire sur le préfabriqué, et la terre allégée en particulier. Oui, juste pour dire qu'il y a d'autres formes, d'autres options disponibles. On peut avoir des écrans par pluie, par exemple, en bois. Nous avons fait aussi une petite expérimentation sur la préfabrication qui donne actuellement qui a donné des résultats assez encourageants, assez positifs. Donc, il nous a permis de réaliser des blocs d'à peu près 2 mètres de long sur 70 de large et 70 de haut, qu'on a réussi à bouger assez aisément, à fixer les uns avec les autres. Donc, c'est une piste que l'on sera probablement amené à explorer à l'avenir, en particulier pour résoudre la problématique du séchage, qui est une des contraintes importantes en fait qui reste une contrainte importante de cette technique. L'avantage de la technique, même si elle est assez peu, elle montre assez peu d'évolution sur le plan économique entre un mur en bauge traditionnel qui serait isolé par la suite et cette technique comme bauge, les prix sont assez sensiblement les mêmes. La seule différence, c'est qu'ici, dans la technique qu'on a développée, l'isolant est mis en œuvre en même temps que le mur porteur. Et donc, le gain se fait plutôt en termes de temps global de chantier, puisqu'on n'a pas à attendre le séchage complet de la bauge avant de rajouter un isolant supplémentaire. Donc là, les deux sont mis en œuvre simultanément. Donc la réduction de coûts se fait de ce point de vue-là par rapport à la technique traditionnelle. Dans la question des gains aussi, je voulais revenir un peu là-dessus, sur les échanges qu'on a eus avec les artisans qui ont travaillé avec nous. C'est surtout aussi la pénibilité du travail qui peut être assez réduite. Alors, c'est probablement moins vrai sur les chantiers réalisés au Royaume-Uni, dans la mesure où beaucoup de la bauge et de la terre allégée a dû être mis en œuvre manuellement, du fait des contraintes d'accessibilité des deux chantiers. Mais à partir du moment où on peut mécaniser un certain nombre de choses, finalement, la mise en place des coffrages qui peut sembler rébarbative peut se faire beaucoup plus facilement. Nous avons travaillé, nous, sur des panneaux
qui faisaient directement plus de 6 mètres de longueur et qui ont pu être levés d'une seule traite grâce aux engins présents sur le chantier. Les systèmes de clipsage des coffrages béton qu'on a utilisés permettent une mise en place très rapide du coffrage, un réglage très rapide du coffrage, et ensuite le travail de mise en place des matériaux sollicite évidemment beaucoup moins les dos et les articulations des ouvriers sur le chantier. Et donc on avait pour ça un très bon exemple puisque notre maçon un de nos maçons a plus de 55 ans et donc commence à regarder ces aspects-là de très près et donc nous a très clairement dit que cette technique-là était très intéressante pour lui, en tout cas en tant qu'artisan, pour limiter vraiment la pénibilité du travail. On a une question à propos alors je vais la lire, comme ça sera plus simple. C'est engageant vis-à-vis des réglementations thermiques, donc ça a bien été abordé, mais quid des autres contraintes qui permettent de garantir une décennale et donc finalement le lien avec les assurances. Comment vous pouvez répondre à cette question sur la garantie décennale? Alors sur la garantie décennale, donc qui est du coup une problématique franco-française, mais qui est probablement un peu similaire sur les questions de responsabilité côté anglais et d'assurabilité côté anglais. Actuellement, les constructions en terre ne sont pas nécessairement couvertes par des décennales, dans le sens où il n'y a pas de règles professionnelles et il n'y a pas de DTU, donc de normes qui couvre les techniques de construction en terre. Donc on est obligé les seuls documents qui couvrent actuellement la construction en terre sont les guides de bonne pratique et qui ne sont pas véritablement reconnus par les assureurs. Donc à chaque fois, on est dans une problématique de négociation entre les entreprises et leurs assureurs pour garantir sur le plan décennal les travaux que les entrepreneurs réalisent. C'est exactement la même chose pour les architectes qui doivent négocier cela. Donc c'est relativement facile d'avoir une décennale pour des bâtiments, des constructions réalisées dans le champ du privé. Dès qu'on va être dans le champ des bâtiments publics, c'est évidemment là beaucoup plus contraignant, beaucoup plus compliqué. Et dans ce cas-là, on n'aura pour le moment en tout cas pas d'autre choix que de passer par des procédures d'avis techniques expérimentaux qui nous permettront d'assurer la technique. Oui, c'est très intéressant de voir que sur l'autre côté de la Manche, nous avons réussi à construire quelque chose qui paraît assez difficile, un développement d'une maison spéculative et un bâtiment public pour un client universitaire. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus de ce système-là? Comment est-ce que vous introduisez ces innovations dans la construction et comment est-ce que vous abordez cette question des assurances et des indemnités? Anthony, peut-être? Oui. Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons un entrepreneur qui construit la maison à Fakenham qui veut, mais ne sait pas ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, de le vendre ou de la louer, mais ils veulent avoir un prêt immobilier. Je ne peux pas vous donner une réponse précise à l'heure actuelle puisque nous sommes en plein dans le processus avec les assureurs et la Building Society, voir si c'est acceptable pour nous de donner un certificat d'architecte et quels sont les prérequis, les exigences. Donc si on le faisait à travers la ANHBC, je pense que je ne pense pas que l'on aurait d'assurance. Il y a trop de questions techniques que nous n'avons pas encore résolues ou sur lesquelles nous n'avons pas assez d'informations. Mais à travers notre assurance d'indemnité professionnelle, je pense qu'il y a peut-être une ouverture, mais c'est également un grand risque pour notre assurance professionnelle d'indemnité. Donc je ne peux pas vous donner une réponse catégorique, mais nous sommes en plein dans ce processus et cette question de la garantie sur 10 ans, leur garantie collatérale. Généralement, on fournit une garantie sur 6 ans, on n'aime pas étendre sur 10, mais j'ai l'horrible sensation que l'on va me demander de faire une garantie sur 10 ans. Et Jim, Matthew, à Plymouth,
comment est-ce que vous avez abordé ces questions de normes du bâtiment et de l'université? Au niveau des normes du bâtiment, on a travaillé avec Building Control. Donc on a eu des portes ouvertes, on les a invités à des événements de formation sur le campus, là où on construisait nos murs échantillons, nos murs tests. Donc ils ont compris notre processus, ce qu'on essayait de faire, ils nous ont vraiment bien soutenus. Et il y a eu très peu, si aucun problème finalement. En ce qui concerne les assurances, comme Anthony, j'ai contacté mon assurance d'indemnité professionnelle, j'ai expliqué le processus d'utilisation de la cobauge et des techniques de construction en terre, et ils ont bien voulu m'assurer, puisque c'était dans le cadre de mon contrat d'assurance professionnelle, mais au niveau de l'assurance de construction du bâtiment, je n'ai pas d'informations sur cela. Tout ceci a été géré par les départements de l'université de Plymouth. C'est des niveaux beaucoup plus élevés de discussion auxquels je n'ai pas accès, malheureusement. Donc je ne peux pas m'exprimer sur cette question-là. Mais de ce que je sais, je pense que tout cela est assuré dans le cadre de l'assurance de bâtiment de l'université. Brian Speckman, dans les commentaires, est en train de nous dire passer à BLP Life Plans, qui sont des assureurs qui sont assez ouverts au niveau des différentes méthodes de construction. Donc, je pense qu'il y a des garanties privées de disponibles, et il faut que l'on commence à développer des relations avec ces différentes entreprises. Oui, c'est intéressant. Nous avons eu une question autour de la location. Et pour le projet, on nous a demandé si on pouvait faire des feux. Et on nous a demandé de faire certains rapports, et ça coûtait beaucoup trop d'argent. Et de faire par exemple des tests de pluie qui pouvaient coûter peut-être 6000 livres sur un échantillon. Donc on commence à avoir besoin de beaucoup plus d'investissement pour atteindre certaines normes. Oui, il y a un commentaire dans le chat autour du DTU. Raphaël, François, est-ce que vous pouvez me rappeler où on se situe avec cette question du DTU? Alors, j'étais en train de répondre en français par message, mais à ma connaissance, il y a pas de DTU sur la paille. Donc, DTU sont les documents techniques unifiés qui cadrent les techniques de construction, je dirais, industrielle majoritairement. Donc, il n'y a pas de DTU sur la Terre, a priori, et je vois mal comment ce sera envisageable dans la mesure où, comme on l'a déjà un petit peu évoqué, chaque terre est différente et on n'est pas sur un produit normalisable, sauf à rentrer uniquement dans un produit industriel, et c'est pas du tout la logique dans laquelle on se place, puisqu'on cherche vraiment à valoriser au maximum les ressources locales. Donc ça n'est pas forcément souhaitable en tout cas. Donc par rapport à la réglementation, actuellement, la paille fait l'objet de ce qu'on appelle des guides de bonne pratique, qui sont reconnus par les assurances, donc qui ont émis un avis positif sur l'utilisation de ce matériau, comme l'utilisation du chanvre, ou encore la réalisation des enduits terre, par exemple, ou la réalisation des enduits, pardon, sur des supports en terre crue. Donc ça fait l'objet de guides de règles qui sont produites par les professionnels et qui sont validées par les assurances. On a une démarche qui a commencé en France sur la question de la réglementation pour les constructions en terre par rapport aux techniques traditionnelles. Donc, c'est ce qui a donné lieu aux guides de bonne pratique, donc qui sont les prémices de règles professionnelles, mais qui n'ont pas encore véritablement passé le cap de la validation par les assureurs. Donc, c'est un premier document qui uniformise un peu les pratiques au niveau français, qui a permis de mettre autour de la table l'ensemble des professionnels de la construction en terre pour rédiger ces documents. Mais on est encore loin en fait d'un
document vraiment normatif comme les règles professionnelles. Et donc, pour l'instant, les techniques de construction en terre traditionnelles comme Cobb-Bauge ne sont pas véritablement couvertes, et donc on est à chaque fois dans une problématique de relation entre les entreprises et leur assureur qui les couvrira ou non. En soi, la technique Cobb-Bauge est juste l'association de deux techniques, une effectivement traditionnelle, la Bauge, et une un peu moins traditionnelle, un peu plus jeune, un peu plus récente, comme l'évoquait Roland plus tôt ce matin, est une technique d'isolation. Mais ces deux techniques-là sont déjà décrites dans les guides de bonne pratique. Donc, les assureurs qui acceptent d'assurer les techniques traditionnelles pourraient très bien se référer à ces documents pour voilà, assurer les techniques Cobb-Bauge. Barry, je voulais savoir, par rapport à ce que François nous dit, c'est que ce n'est pas un produit certifié, mais que Cobb-Bauge est une technique avec des conseils, un guide. C'est pas quelque chose de particulièrement innovant, c'est des constructions en terre allégée qui existent depuis longtemps, et c'est la Bauge qui existe depuis des millénaires. Donc, c'est des matériaux assez variables. Donc, autour de ces questions d'assurance d'indemnité et de conception ingénieur, est-ce que vous abordez cela avec la même certitude que un projet embauche traditionnel d'un point de vue ingénieur? Y a-t-il des défis autour des garanties, tout cela, des certificats? Je n'ai pas rencontré de problème dans ce pays avec les différents bâtiments embauches que nous avons élaborés de par le passé. Les réglementations du bâtiment sont assez accommodantes de ce point de vue-là. Il y a un petit paragraphe qui dit que si c'est un matériau traditionnel qui a déjà été utilisé, vous pouvez l'utiliser pour construire de nouveaux bâtiments. Donc c'est quelque chose de très utile de notre point de vue. En termes d'assurance et d'assurance du bâtiment plutôt que de garantie, ici, il y a également de nombreux bâtiments en terre qui passent d'une main à l'autre continuellement. Des personnes arrivent à avoir des assurances de bâtiment, donc peut-être que les primes ou les suppléments d'assurance sont supérieurs, sont plus élevés, mais à part cela, oui, je pense pas qu'il y ait de problème. Je n'arrive pas à penser à un exemple où quelqu'un aurait cherché à avoir une garantie ou une assurance de construction sur un bâtiment embauche, ceci dit. Il y a des bâtiments sur lesquels j'ai travaillé où j'ai fourni une sorte de certificat de concepteur qui l'accompagne, mais c'était pas forcément pour la vérification, c'était plus pour l'utilisation des propriétaires. Mais on pourrait fournir, oui, ce genre de certificat. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport à d'autres bâtiments, finalement. C'est un dernier commentaire qui disait simplement que la Terre a bien fait ses preuves et l'enjeu principal semble de rassurer les assureurs pour voir davantage de projets semblables émerger. Il y a l'air d'avoir une sorte de question autour du rapport à l'assureur. Alors moi j'avais peut-être une question aussi, peut-être qui serait est-ce qu'il serait possible de développer une règle professionnelle spécifiquement pour Cobb-Bauge sans avoir à faire un travail qu'on a déjà vu, qui est assez long, qui serait de travailler à l'échelle de la filière terre entière pour développer des règles professionnelles générales. Est-ce que ça, alors je sais pas pour les Anglais ce que ça veut dire, mais pour les Français, est-ce que ça semble potentiel de développer, comme on peut imaginer un ATEX pour Cobb-Bauge spécifiquement, est-ce qu'on pourrait imaginer une règle professionnelle pour Cobb-Bauge spécifique? Dans le futur, oui, mais ça semble relativement prématuré dans la mesure où une règle professionnelle s'élabore par les professionnels qui utilisent la technique et qui ont suffisamment d'exemples pour se baser sur leur expérience. Donc, compte tenu qu'on est ici sur une technique un
petit peu différente des techniques traditionnelles. Une règle professionnelle spécifique à Cobb-Bauge est probablement, en tout cas pour les acteurs français, est probablement prématurée. Peut-être que dans quelques années, quand on aura suffisamment d'exemples et suffisamment d'entreprises qui auront utilisé cette technique-là, on pourra élaborer ce type de document, comme ça a été le cas pour la filière chanvre ou la filière paille. Mais il a fallu attendre qu'un certain nombre de professionnels soient formés, utilisent la technique et aient des chantiers à leur actif pour pouvoir faire évoluer ce qui était l'équivalent de guide de bonne pratique pour les faire évoluer vers des règles professionnelles. Donc c'est un objectif que l'on peut se fixer, mais qui ne sera atteignable que dans quelques années quand nous aurons suffisamment d'exemples. Donc pour l'instant, en tout cas pour le contexte français, je ne pense pas qu'on ait d'autre choix que la négociation directe pour les marchés privés entre entreprises, architectes et leurs assureurs, et pour les bâtiments publics de passer outre la procédure de l'avis technique expérimental. On a aussi une autre question, alors qui sort un peu de l'administration et qui revient un peu plus sur le côté concret. Une question qui a été posée il y a un petit moment. Avez-vous une distance horizontale minimum que vous recommanderiez entre deux ouvertures? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait donner un peu quelques dimensions d'ouverture, de distance entre les ouvertures, de distance des ouvertures par rapport aux angles? Tout ça, est-ce que, par exemple, c'est similaire à la Bauge ou est-ce qu'il y a des règles un peu particulières par rapport à Cobb-Bauge? Ça va être, de mon point de vue, ce sont des principes assez similaires à celles de la Bauge et qui dépendent des calculs faits par les ingénieurs. Donc, je laisse Barry compléter la réponse. J'allais vous dire que ça dépend vraiment du bâtiment et il faut regarder les bâtiments individuellement, je pense. Avec les bâtiments que nous effectuons à l'heure actuelle, ce sont des pleins pieds, donc la charge par mètre de longueur est assez réduite. C'est principalement juste le toit. Donc une fois que l'on commence à construire un bâtiment à 2 ou 3 étages, c'est vrai que là, il faudra faire plus attention à la façon dont vous concentrez les charges sur les sections du mur supérieur. Et est-ce que je peux poser une question à Raphaël? Je voulais revenir à la question précédente. Lorsque vous utilisez le mot professionnel dans un sens français, où il semble que c'est plutôt une question du site et des travailleurs, ou au sens britannique, donc on pense plutôt les architectes, les ingénieurs? Professionnel est plutôt le terme qu'on utilise pour l'ensemble des acteurs de la construction, donc à la fois les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, donc et les économistes également. Donc les professionnels regroupent l'ensemble des acteurs du secteur de la construction. D'accord, oui, ok. Parce que nous avons fait beaucoup de travail sur la formation, les résultats d'apprentissage pour les personnes qui sont plus sur site. Mais la partie que nous n'avons pas encore abordée de manière aussi systématique, c'est le côté concepteur. C'est quelque chose sur quoi nous travaillons à une échelle européenne avec différentes organisations. Nous avons écrit des résultats d'apprentissage pour des personnes sur site et pour des concepteurs pour la Cobb-Bauge, mais à l'heure actuelle, ce ne sont que des ébauches de projets, puisqu'il faut les proposer au réseau d'organisations européennes pour avoir leur accord. Un niveau ici, je vois ce que François nous dit, c'est quelque chose pour l'avenir, mais je pense que nous avons déjà commencé à répondre à certaines de ces questions ces 10 dernières années, et en particulier à travers le projet Cobb-Bauge. Donc voilà, c'était juste un point de vue un peu différent. Ok, parfait. Nous avons une très bonne question d'Eva qui nous dit
Ayant fait l'expérience de projets de construction naturelle menés par des femmes, je me demande ce que nous risquons de perdre lorsque des connaissances de femmes et d'indigènes ne sont utilisées que dans des communautés capitalistes et patriarcales. Qui va bénéficier de la normalisation de matériaux de construction naturels? Est-ce que l'on va regarder vers le passé dans quelques années et se dire comment est-ce que nous avons permis la monétisation de ce genre de connaissances? Donc il y avait une question ce matin, je crois, autour de cette question de capitalisme et du patriarcat dans la culture contemporaine de la construction. C'est une très très bonne question. Je voudrais savoir si quelqu'un veut prendre la parole et s'exprimer, y répondre. Becky, peut-être c'est plus pour vous. Et ensuite, je vois que Roland, vous avez levé la main. Mais vous aviez tout juste la parole, donc je vais d'abord donner la parole à Becky. Merci d'avoir posé cette question. C'est une très bonne question. En tant que quelqu'un qui se trouve un peu entre ces deux mondes, je suis une femme dans l'industrie du bâtiment. Je travaille avec beaucoup de femmes et avec des communautés, mais je monétise mon travail dans une société capitaliste. Et oui, je pense que pour sauver la planète, il va falloir renverser le capitalisme et le patriarcat et tout cela. Je pense qu'il faut qu'on soit assez radicaux. Mais avec notre projet à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des choses très positives qui ont déjà lieu et je ne pense pas que la réponse soit l'une ou l'autre. Je ne pense pas que ces deux choses doivent être opposées. Je pense qu'il nous faut beaucoup de solutions, il faut que l'on soit flexible, il faut que l'on essaie différentes choses. Bon, c'est un peu une réponse un peu vague, je sais, mais je partage vos inquiétudes. Et du point de vue indigène, j'ai appris la construction en terre dans un pays où il n'y a pas de connaissances indigènes, donc j'ai commencé à partir de zéro et j'ai appris en regardant les bâtiments. Évidemment, il y a quelques connaissances dans le sud-ouest de l'Angleterre, mais en Écosse, nous avons des techniques très différentes, des méthodes très différentes, les bâtiments sont différents et toutes les personnes qui les avaient construites étaient décédées. Donc comme je l'ai dit, on a dû réapprendre tout cela. Mais bon, je perds le fil de ma pensée. Roland, qu'est-ce que vous vouliez dire? J'aime bien que vous ayez levé la main. J'ai levé ma main pour dire merci Becky. Vous avez vraiment bien répondu à cette question. Merci. On se trouve en tout cas dans un contexte au Royaume-Uni où la construction est le secteur le plus genré. Et c'est un symptôme d'un problème culturel plus vaste qui est lié à la nature extractive du capitalisme et l'exploitation qui existe dans le marché du travail. Et je pense que peut-être que Coboge pourrait être une façon de renverser le patriarcat dans ce contexte. J'attends juste de voir s'il y a des commentaires dans le chat. Vu qu'on est presque à court de temps, il ne nous reste que quelques minutes. Je crois que Steve va nous donner une petite remarque de clôture. Mais si on fait un petit dernier tour de table, si vous avez des réflexions finales sur le projet Coboge avec notre panel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager avec notre public aujourd'hui? Donc si on commence avec Matthew et son équipe à Plymouth. Nous avons Kevin ici. On en revient à une question qui a été soulevée par Becky. Il s'agissait de la réutilisation d'un matériau de différentes façons. Et ce que l'on a trouvé, c'est que c'est quelque chose de très flexible, en particulier le mélange thermique. C'est quasi par accident que de grandes quantités de notre matériau thermique n'a pas été utilisé. On avait 2 ou 3 brouettes supplémentaires, mais une façon de contrôler la qualité pourrait être de produire le matériau dans un état sec et ensuite on donne des instructions pour la quantité d'eau à ajouter. Et ceci est ensuite lié à des conversations que l'on a eues avec des collègues aux États-Unis
nous avons élaboré certains tests sur la modernisation, donc soit sur du thermique sec ou thermique mouillé, de bâtiments en bauge existants. Et durant la période estivale, nous avons fait des tests d'adhésion dans les formes sèches et humides. Et nous avons été agréablement surpris par la force du lien entre les deux matériaux. Je pense que le meilleur que nous ayons atteint, c'était dans un petit échantillon qui faisait environ 30 kg, avant de séparer les deux mélanges. Ce que l'on a trouvé, c'est que ces mélanges ne se sont pas séparés à la ligne de liaison entre les deux matériaux. Il y a eu une séparation dans la couche structurelle. Donc ça veut dire que la partie structurelle était tellement adhérée à la partie thermique que la séparation a eu lieu au milieu de la couche structurelle. Donc je pense que la préfabrication est une avenue que l'on pourrait explorer. J'ai toujours pensé que ce projet avait une question très simple. Comment est-ce que l'on transforme un matériau de construction traditionnel comme la bauge et comment est-ce qu'on le modernise? Comment est-ce qu'on l'améliore pour que cela réponde aux exigences modernes? Donc il y a plusieurs avenues que l'on pourrait encore explorer, je pense, dans le cadre de cette question, et c'est un débouché très intéressant. Merci beaucoup. Et pour notre public, il y a l'un des films de notre série de films de vidéos qui parle de cette liaison et de cette force d'adhésion entre les deux couches. Anthony, vous avez participé aux phases de laboratoire et maintenant vous êtes en pleine construction de votre projet dans le Norfolk. Est-ce que vous avez des réflexions finales que vous aimeriez partager avec nous? En tant que projet de recherche, c'est le plus gros auquel j'ai pu participer. Ça a été fantastique, c'est vraiment quelque chose d'open source. On ne monétise pas ce projet, c'est pour bénéficier à toute personne qui s'y intéresserait. Et je pense que c'est l'une des choses les plus intéressantes de ce projet. Les constructeurs à qui j'en ai parlé ou les constructeurs avec qui nous travaillons se sentent responsables moralement, éthiquement. Ils veulent commencer à apprendre ces différentes techniques de construction et ils investissent beaucoup d'argent. C'est bien plus coûteux pour eux de construire ce genre de bâtiment qu'un bâtiment normal. Donc, ils sont prêts à prendre le risque et on se rend de plus en plus compte qu'il faut pousser l'industrie de la construction et que c'est vraiment une belle façon de faire cette technique. J'étais assez impressionnée. Durant notre événement de formation en France, nous avions une très belle parité. Je pense que c'était 50% de femmes, 50% d'hommes. Bon, c'est pas reflété très bien dans notre panel aujourd'hui, mais c'est vraiment positif et c'est vraiment une belle façon pour nous d'aller de l'avant dans le monde de la construction. Je vais donner la parole à Morgan et Steve qui vont clore notre session de l'après-midi, juste pour réaffirmer que nous allons rassembler toute la journée à travers des petites vidéos qui seront disponibles en ligne, mais ça nous prendra un petit peu de temps. Mais on enverra le lien à toutes les personnes qui étaient enregistrées à l'événement. Merci d'avoir participé à notre événement aujourd'hui. Je vais donner la parole à Steve pour clore notre session. Bon après-midi, je m'appelle Steve Guthiou. Vous vous souvenez peut-être de moi. J'ai ouvert la session aujourd'hui. Je me trouve devant ma maison d'été en Bauge, juste pour vous prouver que je crois vraiment à cette question de la construction à terre. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette journée co-Bauge. Merci d'avoir passé la journée avec nous. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations de partager. On a d'abord traité de la science de la co-Bauge. Ceci a inclus une petite visite de laboratoire à l'université de Plymouth. Et on a eu une visite de site pilote dans le Norfolk, où Anthony et son entreprise Anthony Hudson Architects vous ont montré le premier bâtiment commercial domestique en construction au Royaume-Uni. Ensuite, nous avons parlé des différents matériaux et la construction en co-Bauge. Nous avons abordé les tests, le coffrage, les finitions et les temps de séchage.
Ensuite, nous avons eu une petite visite du site français en Normandie, en France. Merci à François et Raphaël pour cette visite. Et ensuite, nous avons abordé la conception de bâtiments Coboge. On a parlé du rôle des architectes, de la boîte à outils de conception et le lien avec les détails et l'ingénierie. Ensuite, on a eu une visite du site pilote de Plymouth. Et ensuite, vous avez eu l'opportunité d'interagir et de poser des questions à différents experts de la construction en terre. Comment est-ce que la Coboge fonctionne dans le monde réel? Comment est-ce que vous pourriez utiliser la Coboge en tant que système de construction? Les vidéos et les documents que vous avez vus aujourd'hui sont tous disponibles sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Donc j'espère que vous pourrez tirer pleinement bénéfice et profit de toutes les ressources que nous avons créées. Et finalement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à notre journée de formation aujourd'hui. François Strife, Jim Carfrey, Roland Keeble, Anthony Hudson, Becky Little, Barry Honeysett, Matt Fox et bien évidemment Tom Morton. Tom, merci 1000 fois pour toutes les heures que vous avez dédiées à cet événement, tout le travail que vous avez fait en amont pour s'assurer que tout fonctionne très bien aujourd'hui. Merci également d'avoir été le modérateur de notre journée. Merci. Et n'hésitez surtout pas à consulter notre site web.